Aux femmes qui me regardent ce soir, soyez saluées depuis vos différentes positions. Aux femmes fortes, aux femmes qui se battent seules, aux femmes qui sourient malgré les douleurs et les pleurs, aux femmes qui recherchent tous les jours la solution pour leurs différentes familles, aux femmes qui se sentent seules, bien qu'accompagnées, aux femmes en prison, aux femmes malades, aux femmes enceintes en difficulté, aux femmes sans abri. Ce soir, cette émission vous est dédiée. Je vous salue et je crois que dans ce mois de mars, tout marchera pour vous. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce mois de mars. On démarre maintenant. André ne sera pas là ce soir, la semaine prochaine il nous retrouvera, mais notre plateau est 7, Herman Aboua est avec nous. Bonsoir Herman. Bonsoir Christelle. Élisée Boloube, bonsoir, bon vendredi. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Paris, bonsoir, Bonsoir et bienvenue, Christelle, heureuse de vous retrouver. Bonsoir à la team, bonsoir chez vous. Daouda, bonsoir, comment allez-vous? Bon vendredi à vous. Oui, je suis très bien. En vendredi, C'est quoi, qu'est-ce qui est marqué Si tu es dessus? fatigué, il faut Joe. Si tu es fatigué, nous on est là. il faut Joe, nous on est là. Alors il faut Joe, ça veut dire quoi pour ceux qui ne sont pas En de fait, Côte d'Ivoire? Ça vient du refrain de la chanson du coup du marteau, Ah, d'accord. la chanson du siècle de Tamsi, pour soutenir plus ou moins les éléphants, qui est devenu l'hymne de la CAN par inadvertance. Et en attendant d'avoir le maillot officiel avec les 3 étoiles, j'ai mon t-shirt 3 étoiles pour marquer le coup, parce que j'avais dit aux gens que cette CAN, elle sera la plus belle jamais organisée. Merci beaucoup. Mais juste que tu n'as pas Merci répondu à la beaucoup, question de Daouda. Christelle. Non, ne répondez même pas à la question. On Faut y Joe, va. il faut rentrer. Si tu es fatigué, il faut Joe. Ça Nous, veut on est dire là. qu'il faut partir. Alors, messieurs, commençons notre plateau en parlant d'un point sport. Vous le savez, la CAN a été, comme Daouda le dit, la plus belle jamais organisée en Afrique. Mais évidemment, elle n'est pas que la plus belle, elle est aussi la plus rentable, messieurs. Herman, on va regarder avec les chiffres ce que cela nous rapporte. 66 millions de dollars de bénéfices. On va traduire en CFA, rassurez-vous. De bénéfices de la CAF et... ça nous donne combien déjà en français, pour qu'on imagine bien? 66 millions de dollars américains, ça fait environ 39 milliards 600 millions de francs CFA. Très bien. Donc voici donc Environ 40 milliards. 40 milliards, voilà, voici On est quand les même un peu loin, bénéfices 400 millions. qui iront à la CAF. Quel est le montant, Herman, qui revient à la Côte d'Ivoire? Bon, dans ce montant, la CAF a prévu 20 millions de dollars à la Côte d'Ivoire, mais pour le développement du football féminin. Les 20 millions de dollars, c'est environ 12 milliards de francs CFA. Ça veut dire qu'il est important, même c'est plus important que ce que la CAN du Cameroun a Exactement, engrangé, qui est de l'ordre de comparaison. 5 millions de dollars, environ 3 milliards de francs CFA. Ça veut dire que 4 fois la cagnotte pour la Côte d'Ivoire, dans les 66 millions de dollars, là, 4 fois la cagnotte de la CAN du Cameroun. Et quand vous regardez ces chiffres, quelle analyse pouvez-vous faire, Herman? Non, c'est sûr. On a vu le nombre de sponsoring qu'il y avait et on a vu l'ambiance. Au-delà de l'ambiance même, on a vu l'intérêt des journalistes, des médias, l'intérêt des populations. Les stades ne désemplissaient pas. Donc, c'est sûr qu'avec ça, aujourd'hui, c'était une CAN, dès le départ, même la CAF, lorsqu'elle faisait ses estimations, elle avait dit que c'était une CAN qui allait forcément être rentable. Et on n'est pas surpris. Très bien. Élisée, selon Herman, on n'est pas surpris que la CAN, notre CAN, ait été rentable. Mais pourquoi, selon vous, la CAF a pensé au développement du football féminin en y allouant une certaine somme? Et on va revenir sur cette somme avec vous. Parce que le football féminin qui de plus en plus, connaît beaucoup de rayonnement et de succès au niveau international, continue encore à piétiner sur nos tropiques. Et un pays comme la Côte d'Ivoire, qui reste un pays de football, on estime à un certain moment donné qu'il faut que le football féminin aussi, même s'il n'est pas au même niveau que le football masculin, puisse quand même atteindre un certain niveau. C'est vrai On que rappelle le montant alloué au football féminin? 12 milliards de francs CFA. Ça fait environ 20 millions de dollars, qui fait environ 12 milliards de francs CFA, que la CAF a décidé d'injecter dans le football féminin ivoirien. Je pense que c'est une manne très importante.
Et l'objectif, je crois, à terme, c'est de doter quand même la Côte d'Ivoire d'un très bon championnat féminin, d'une très belle équipe féminine. Parce que pour la CAF aussi, c'est important, quand on va à un rendez-vous mondial comme la Coupe du Monde, qu'il y ait des nations qui soient vraiment représentatives du continent. Exactement. Et la Côte d'Ivoire étant quand même une nation de football, on se disait que, surtout au niveau masculin, on se dit quand même qu'il est important d'investir dans le football féminin pour que aussi ce football féminin-là puisse rayonner au-delà des frontières africaines que sur l'échiquier. Les années antérieures, la Côte d'Ivoire a participé à quelques compétitions, même si c'est vrai qu'elle n'a pas glané de bons lauriers. On se dit que c'est quelque chose qu'il faut corriger maintenant. Très bien. Daouda, alors le foot féminin a attiré quelque peu l'attention il y a quelques jours, on va dire quelques semaines. Les joueuses ont commencé donc à livrer tout. On parle de 5 000, 10 000 francs de primes, de transport, des conditions assez délétères. Quand vous écoutez tout ceci et vous pensez un peu à l'action de la CAF, à quoi vous pensez? Est-ce qu'on pourra bientôt, dans quelques années, avoir un football féminin haut de gamme en Côte d'Ivoire? Moi, je pense que même si aujourd'hui, certaines footballeuses ont commencé à parler de primes de transport, mais il est important de préciser que depuis l'arrivée de Yacine Idriss Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football, les choses ont relativement très changé. Parce que les primes dont les joueuses parlaient, ce n'est pas faux. Mais depuis qu'il est là, à l'équipe nationale, à des sources proches de la Fédération ivoirienne de football, les primes des joueuses est de 500 000 francs. Parce que ce qui a été par victoire. Par victoire. Non, pas elles ont les primes de match. Il y a les primes de match et les primes de victoire. Oui. Voilà. Mais la prime de transport, ça dépend de si c'est ici, c'est 5 000, si c'est à l'extérieur, c'est 10 000. Donc, moi, je veux dire, 500 000 francs, ça existe maintenant. Disons Dieu merci. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Mais comment vous analysez les 5 000 et les 10 000 de primes de transport? Non, mais parce qu'aujourd'hui, Élisée l'a dit dans ses propos tout à l'heure, le football féminin, il est en souffrance et il n'est pas forcément en souffrance qu'en Côte d'Ivoire. Même dans certains pays européens, dernièrement, il y a même eu en France un problème où, quand les femmes partaient jouer au football, mais les gens ne vont pas vraiment pour y assister, ça ne les intéressait pas. Pour dire que le football féminin n'est pas... La souffrance du football féminin n'est pas seulement quelque chose qui est inhérent à la Côte d'Ivoire, mais c'est inhérent à tous les pays, en fait. Mais sauf qu'il y a pour certains qui sont plus difficiles que d'autres. Voilà. Voilà ce que moi je peux dire concernant ça. Alors, on va écouter Barry, ensuite Herman. Bon, ce que je peux dire sur le football féminin, c'est que déjà, c'est un parent pauvre au niveau du football. Mais je pense que les joueuses font bien de prendre la parole parce que c'est une manière d'attirer l'attention de l'opinion. Et quand on voit les chiffres engrangés par la Coupe d'Afrique des Nations qui a été organisée, la CAN, pardon, la CAF, pardon, au niveau de l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire, on s'est dit que si on y met les moyens, naturellement, les résultats peuvent venir. Je vais vous prendre un seul exemple. Quels moyens, Barry? Les moyens financiers, les moyens humains et les moyens techniques. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est un apprentissage. On ne se lève pas comme ça. C'est plus dans les années 80 où on pouvait prendre des joueurs ou des joueuses qui jouaient dans la rue. Aujourd'hui, il faut développer des académies. C'est une réalité. Est-ce qu'on peut développer une académie sans moyens financiers, sans logistique? Je dis non. Donc, ces 12 milliards tombent à point nommé. Je pense que les autorités compétentes mettront en place des stratégies pour pouvoir capitaliser sur le long terme. Parce que l'exemple que je voulais citer, c'est l'exemple de l'Espagne. L'Espagne, il y a une époque, il n'y a même pas 10 ans, dans les compétitions féminines, ils étaient nuls. Mais aujourd'hui, ils ont mis une formation en place et Barcelone et Madrid et tous les autres clubs espagnols sont dotés d'équipes féminines avec des moyens, avec des centres de formation. L'Espagne est championne du monde en 2022. L'Espagne vient de battre la France avec des joueuses qui jouent en majorité à Barcelone et à Madrid, ce qui veut dire que le travail a été fait. Et tenez-vous, lors du dernier match entre le Real Madrid et Barcelone en Ligue des champions féminines, il y avait 98 000 spectateurs au Camp Nou. Ce qui veut dire que les résultats ont envoyé le public. Ont attiré le public. Voilà, donc il faut se mettre au travail sur le long terme. Il faut s'inscrire sur le long terme. Herman, il y a la réaction donc des joueuses qui se plaignent un peu des conditions. Daouda, c'est vrai, a essayé d'expliquer, mais il y a aussi un responsable, on va dire une responsable de la Fédération ivoirienne de football, côté féminin, qui a réagi pour dire attention, c'est vrai ce qu'elles disent, mais c'est antérieur à l'administration actuelle et que le président actuel travaille à prendre des solutions pour améliorer leurs conditions de vie. Mais il faut déjà rectifier pour la prime de victoire. La prime de victoire des éléphantes, lorsqu'elles sont en expédition, c'est 500 000 francs. Et ce n'est pas la prime de match. Et on leur donne la moitié de cette prime-là, de ce montant-là, 500 000 francs, lorsqu'il y a un match nul.
Et Salimata Koulibaly, qui est membre de la fédération, qui précisait cela, elle n'a pas donné d'informations si jamais ces éléphants faisaient un match perdu. Mais ce qu'elle nous dit, je trouve que c'est un peu moqueur. Des gens qui vont faire 5 000 francs pour prime de transport, même 10 000 francs pour prime de transport. Comment vous réagissez à cela? Aujourd'hui, même quand tu prends le plus petit transport en Côte d'Ivoire pour aller d'un endroit dans une zone à une autre, 5 000 francs, ça ne peut pas faire le transport de quelqu'un. Moi, je trouve que c'est vrai que la fédération fait des efforts, enfin, est en train de faire des efforts pour cela, mais il faut quand même l'améliorer. Et je trouve aussi que la fédération doit pouvoir regarder le travail des clubs, des dirigeants des clubs. Parce que souvent, on dote ces clubs de première division de 10 millions de francs CFA par an. Même si ce n'est pas signifiant, avant ça ne se faisait pas. Mais avant ça ne se faisait pas, il faut l'encourager. Mais il faut veiller à ce que, effectivement, les responsables des clubs là, puissent mettre à disposition des joueuses et autres là, ces conditions-là. Daouda, vous partagez son point de vue ou avis contraire? Non, je ne partage pas le point de vue d'Herman, malheureusement. Le problème ici, c'est qu'il faut que Herman arrive à comprendre que, comme on l'a tous dit, le football féminin est en souffrance. Et partant du principe même que ce football-là est en souffrance... Mais qui le fait souffrir, justement, parce qu'il est en souffrance? Mais ça viendrait de qui, cette souffrance-là? Mais c'est de nous tous, c'est de la responsabilité de nous tous. Parce que, généralement, quand les gens parlent, on prend tout et on met sur la tête de la Fédération ivoirienne de football. Elle a quand même sa part de responsabilité. Oui, ça c'est un fait. Mais les clubs aussi ont leur part de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler aux uns et aux autres que pour que les clubs puissent vivre, en fait, il faut que chaque équipe ait ses supporters pour aller remplir les stades. Le remplissage des stades est de la responsabilité des clubs. Et donc, même si la Fédération ivoirienne de football va doter ses équipes de 10 millions, de 15 millions, et que quand on regarde tout le travail abattu, les maillots, les entraînements, il faut mettre ça. Est-ce que, comme on disait tout à l'heure, est-ce que ça suffit réellement? Donc, il faut faire en sorte que le football soit attrayant. Tu parlais des 98 000 supporters pour le match de la finale de Champions League. Oui. Il faut qu'aujourd'hui, les gens aillent au stade pour que ces filles-là puissent avoir des primes de transport qui sont plus élevées. On sait bien que les Ivoiriens sont férus de bon foot. Est-ce qu'on a le bon foot avec le foot féminin qui pourrait mobiliser justement les masses? Élisée, réaction sur la question et puis peut-être votre avis sur les autres points. Mais si vous me dites, est-ce qu'on a le bon foot et le foot féminin? Bon, c'est une question, hein? Moi, non. Je pense même qu'avec le foot masculin, on a même des difficultés. Donc, on ne va pas demander aux dames de nous produire quelque chose que les hommes même ont du mal à réaliser. Je comprends pas bien. Non, je veux dire que déjà, même le championnat national, il n'est vraiment pas à un certain niveau. En termes de qualité, la preuve, on a les résultats sur le chiquier international. Comme dans les compétitions africaines, nous sommes aujourd'hui. On est pratiquement éteint, à part celle qui est en train de se débattre aujourd'hui en Champions League. Mais sinon, on n'a quasiment pas de représentants qui ne traversent même pas les premiers tours. Et ça a dû environ 5-6 ans, pratiquement presque une dizaine d'années, où on n'est pas du tout présent sur le chiquier africain. Ça montre déjà que le niveau n'est pas bon. Ça, c'est déjà une première chose. Et si au niveau des hommes, qui eux sont constamment dans la compétition, on a du mal. Imaginez des femmes qui, elles, déjà même essaient de se battre pour déjà même se faire entendre et pour déjà exister. Ça devient beaucoup plus compliqué. Moi, je dis et je répète, tout le monde est unanime. Si la CAF s'est levée et que la CAF a dit, bon, OK, après avoir engrangé 66 millions de dollars dans la CAN qui s'est organisée au pays, j'affecte 20 millions de dollars au développement du football féminin, c'est parce qu'il a fait un constat. Le constat, il est clair, c'est que le football féminin aujourd'hui n'est pas dans son meilleur état, donc il faut le redynamiser. Alors, à quoi pensez-vous justement pour le redynamiser? Il y a de l'argent qui est rentré, évidemment. À quoi pensez-vous? Si au niveau de l'équipe de France, on a Hervé Renard qui entraîne les Bleus, enfin, excusez-moi, permettez-moi de rêver, est-ce que justement au niveau du football féminin, en Côte d'Ivoire, on ne pourrait pas avoir peut-être des entraîneurs, peut-être une Faye Mercia, je ne sais pas moi, permettez-moi de le dire ainsi, et un encadrement, comme Barry en parlait, un encadrement, une structuration, et leur permettre de vivre décemment pour avoir le bon football. Peut-être rapidement, Élisée, puis on vient à vous. Voilà, moi j'ai, disons, 2-3 points dessus. Mon premier point, c'est une question d'organisation. Pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait une structuration très claire de la gestion du football féminin en Côte d'Ivoire. Elle existe déjà à la fédération. Mais ce n'est pas juste d'exister. Je dis bien une structuration efficiente et efficace qui permet d'avoir une lisibilité claire sur l'évolution, sur le projet qu'on a effectivement pour le football féminin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la formation. Que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes, on ne peut pas construire sur la durée si on ne met pas en avant la formation. Et ça, c'est important. Je pense même que c'est par là qu'il faut commencer, en fait. Vraiment former. Et puis, deuxièmement, troisième point, permettre
aux athlètes de vivre de leur art. Quand ça sera comme ça va attirer les plus jeunes. Donc de bons salaires. Mais bien sûr. Très bien. Herman? Moi, ce que je voulais ajouter, comme Daouda l'a dit, il faut noter que quand même la fédération fait l'effort. Parce que quand la fédération décide d'octroyer 10 millions de francs CFA chaque année, c'est vrai que ce n'est pas encore suffisant, mais les années passées, c'était 2 500 000 francs CFA. Terrible, ça. Donc c'est quand même 4 fois. Ouais. Et donc il faut noter. Et la fédération décide que pour la division 1, que les équipes féminines, les clubs, qu'il y ait maintenant 12 au lieu de 10 qu'il y avait. Et la D2? Et au niveau de la D2, il y avait, je crois, une 10. Maintenant, non, je crois. Et maintenant, de 24, on est passé à 40 équipes. Je veux dire qu'il y a des efforts qui sont faits. Ce qu'Élisée dit qui est intéressant, c'est que ces efforts-là, il ne faudrait pas rester là. Moi, je dis, tu peux encadrer. Il faut mettre des exigences auprès des clubs. La FIF leur demande de remettre 40% de ces montants-là à la disposition des filles. Mais elles sont encore à 60 000 francs CFA. C'est terrible. Vous comprenez? Quelle est la motivation? Qu'est-ce qu'on souhaite? Aujourd'hui, si on peut payer des entraîneurs, on était prêt à payer ici, enfin, selon ce qu'on a entendu, à payer un entraîneur pour 10 jours de contrat à 300 et quelques millions. Mais les 300 et quelques millions pourraient servir. Pourquoi est-ce qu'on était prêt à donner ça à quelqu'un pour 10 jours et qu'on ne peut pas ajouter, là-dessus, on n'a plus fait, ajouter ça à la cagnotte des équipes sur la coupe féminines. Il fallait féminines. avoir la coupe, donc il fallait avoir tous les moyens pour pouvoir la gagner. Pendant ce temps, elles devaient aller quelque part, elles n'ont pas pu aller parce Tout à qu'on n'a fait. pas pu remettre de l'argent pour le faire. Tout à Donc il fait. y a un certain désintérêt aussi quand on parle du football féminin en Côte d'Ivoire. Barry, est-ce que l'intérêt ne revient pas, la flamme n'est pas rallumée justement avec les fonds que la CAF apporte? Et vous, comment est-ce que vous le voyez, ce redémarrage? On aimerait bien avoir le football féminin remplir les stades. Le stade des Bimpe, par exemple, avoir... pourquoi vous me dites... avoir 50... avoir des... On n'a même pas la foi. 56 000, il n'a même pas la foi. Oh, il t'a dit qu'il y a avoir 98 000. 56 000 spectateurs qui vont crier également et chanter l'hymne national pour les éléphantes. Moi, je rêve. Qu'en pensez-vous, Barry? Moi, je pense que c'est possible, c'est réalisable. C'est réalisable. Mais c'est sur le long terme. Il ne faut pas se survendre, se surestimer. Il y a des réalités, le diagnostic est en train d'être fait. Il y a des réalités spécifiques. Il y a des facteurs sociologiques aussi dans nos différents pays africains qui font que souvent, une femme qui joue au foot peut être mal vue dans certaines familles. Mais ça n'existe plus encore. C'est une réalité. Vous pensez que ça existe toujours? Ça existe toujours. C'est des faits. Maintenant, il faut se battre contre tous ces paramètres-là. Mais avec les moyens, j'insiste. Parce que vous voyez, si vous voyez que la CAF a peut-être décidé d'investir sur le football féminin, vous n'êtes pas sans savoir qu'avant la CAN, la même CAF a organisé une compétition de clubs au stade de Korogo. Il y a quand même eu... Korogo et San Pedro. Voilà, il y a la Ligue des champions féminines. Il y a quand même eu un peu d'engouement. Ce qui veut dire que la CAF a détecté un potentiel en la Côte d'Ivoire. Et pour exploiter ce potentiel-là, il faut des moyens financiers. Il faut la formation. Les deux sont liés. La formation des formateurs, la formation des joueurs et une structuration plus avancée au niveau des clubs. Très bien. Si vous avez des centres de formation, c'est clair que si les formateurs sont bien formés, vous aurez de bonnes joueuses. Et si vous avez de bonnes joueuses, vous avez une bonne organisation qui accompagne tout ça. Très bien, naturellement, les gens iront au stade. Daoud, on termine avec vous sur ce point? Moi, ce qui est certain, c'est que je souhaite, parce que j'ai une fille, je souhaite la voir jouer au football. Ah, d'accord. Oui, c'est mon souhait le plus ardent. Malheureusement, quand je regarde la situation Au niveau du football... national, dans quel club vous pensez qu'elle pourrait évoluer? C'est un mimo. Pourquoi est-ce que tu veux qu'elle joue à l'Africa, un club de D2? Elle va jouer à la SEC, évidemment. Je ne sais même pas pourquoi arriver Voilà. vers l'Afrique. Mais je l'ai déjà dit, si elle doit jouer dans un club, ça sera la SEC d'Abidjan. Franchement, c'est mon souhait le plus ardent. Mais je souhaite voir ce football grandir. Mais pour qu'il puisse grandir, il faut d'abord reconnaître les efforts, comme tu l'as si bien fait. Et puis, faire en sorte que ça puisse aller crescendo. Et je pense qu'avant même que la CAF ne donne l'enveloppe de, comment on appelle ça, 20 millions de dollars, je pense qu'il y avait quelque chose qui avait été déjà fait. Donc, c'est de voir maintenant les 20 millions de dollars, comment ça va être réparti, de sorte que les filles puissent véritablement jouer au football, pour qu'on puisse aller au stade. Avant d'arriver à Ebempe, commençons à remplir d'abord Korogo, Boaké, 20 000, c'est pas mal. Dans le temps, après, on va arriver à Ebempe à 60 000. C'est mon souhait le plus. C'est un vœu pieux. Un vœu pieux qui se réalisera. Alors, dans tous les cas, ce qu'on souhaite pour le football féminin, c'est qu'il puisse encore engranger des médailles, comme le football masculin le fait, et qu'il attire la même attention
et le même engouement auprès donc, des dirigeants. Je pense que la FIFA y travaille. Messieurs, restons tous dans le sport. Alors, Élisée Boloubeu, 293 acteurs après la CAN ont été décorés. Je ne vous ai pas vu là-bas, malheureusement, mais bon, 293 Quoique acteurs. pendant plus d'un mois, on a fait la publicité de la CAN comme ma je devais. question. Herman, attendez d'abord. Allons-y. Je sais que vous attendez ce point. Alors, 293 acteurs, voilà. Le gouvernement a estimé qu'ils ont travaillé justement à faire la promotion. Vous avez les images à l'écran. On fait la promotion de la CAN. On fait en sorte que la CAN se passe bien. Réaction, Élisée Boloubeu. Ben, moi, je dis déjà que c'est bien que l'État puisse honorer ceux qui l'estiment ont posé ou ont contribué au succès de la CAN. Mais vous convenez avec moi qu'en Côte d'Ivoire, 293, c'est peu. C'est à juste titre d'ailleurs que le Premier ministre, en prenant la parole, a dit que si on devait décorer en réalité tout le monde, on devait décorer même toute la Côte d'Ivoire, parce qu'il a vu tous les Ivoiriens mobilisés autour de la CAN. C'est pourquoi, justement, moi, j'ai estimé que, vraiment, sans être de mauvaise langue, que ce n'était pas utile. Pourquoi? Non, moi, j'ai estimé... Est-ce que ce n'est pas bon de dire merci? Non, je viens. Ce n'était pas utile. Pourquoi? Parce que, justement, prenant le Premier ministre au mot, si on devait décorer les gens qui ont contribué vraiment à la réussite de la CAN, vous êtes unanime, vous et moi, que ce n'est pas 293 personnes. Mais il faut bien commencer par... Non, c'est plus que ça. Oui. Mais encore une des choses, mais vous savez, quand ça s'est passé, vous avez vu un peu toute la toile qui s'est mise en branle. Tout à fait, tout à fait. D'aucuns pourraient dire que c'est de mauvaise foi, mais ce n'est pas de mauvaise foi. Certains estiment que les listes n'ont pas été... Parce que même quand tu regardes dans les 293, moi je suis déjà frustré parce qu'il n'y a même pas ma corporation. Il n'y a aucun journaliste qui a été décoré. Aucun. Vous pensez avoir votre place là-bas, Élisée Boloubeu? Mais je ne dis pas forcément moi, mais les journalistes ont été des acteurs pourquoi pas de toi de la réussite. Nous-mêmes sur ce plateau ici, à un mois et demi, même avant la CAN, pendant la CAN, je pense que sans vraiment avoir la fine bouche, quoi qu'on n'ait pas, hein, on n'a pas eu les droits de diffusion de la CAN, mais je pense qu'on est l'une des chaînes qui a le plus parlé de la CAN, en Côte d'Ivoire ici, et même en Afrique. On a fait la publicité, on a reçu tous les acteurs de la CAN sur notre plateau, on a donné l'opportunité aux COCAN de s'exprimer de long en large. Mais quand on a fini, tout le monde a eu sa médaille et son argent. Nous, on n'a pas demandé médaille et argent à quelqu'un, mais au moins un petit geste ou un petit mot de remerciement. On n'a pas eu. C'est pourquoi je dis que ce n'était pas utile. Parce que justement, comme le Premier ministre me le dit, quand il dit qu'on aurait, si on voulait vraiment être assez objectif jusqu'au bout, on allait récompenser tout le monde. Mais maintenant, vous ne récompensez pas tout le monde, vous récompensez 293. Quel signal on donne? Herman Claire, c'est ça le problème, en fait. Vous partagez le point de vue Je partage là à 100%. Moi, je trouve que ces images-là, c'est vrai, tous ceux qui sont là, ils ont leur mérite. Oui. Mais quand même, il y a de gros absents, ce que j'appelle les gros absents. Qui, par exemple, je pense qu'un monsieur qui est parmi ceux, je vois bien ceux qu'on a, des artistes, des blogueurs et autres qu'on a récompensés, un monsieur comme Stony, il devait être parmi. Il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas sur cette liste-là. Qui est Stony pour ceux qui nous regardent? Stony, c'est un blogueur. Oui. On l'a vu avant même que la CAN ne démarre, être dans les foyers, être sur les lieux pour nous donner des informations. Il a continué cela jusque-là. Il fallait, c'est-à-dire que si tout cela on aimait, il y a des vlogueurs même que je découvre sur la liste. Peut-être qu'ils le faisaient sur leur page, mais quand même des acteurs. Et on a vu même à Pouchou National. Je me souviens, quand il y a eu les problèmes, le premier match n'a pas pu rassembler le monde, il est sorti. Quand il s'est énervé, il a pu appeler à ce que les gens puissent aller. Et après, on a vu, il aurait pu, on s'en tient à ce qu'on... Même Yodé Siro, je suis content qu'il soit dedans. Oui. Mais Abomey l'éléphant, c'est un featuring avec l'autre. Donc, même si on veut, on ne doit pas avoir des oubliés. Et Élisée parlait des journalistes qui sont absents. Nous, ici, on a commencé ça, je pense, dès que la saison a commencé, à parler de CAN, sans arrêt, sans arrêt. Vous vous sentez frustré, Herman, de ne pas être là-bas? Mais je ne dis pas frustré, puisque tout le monde le mérite. On ne peut pas récompenser tout le monde. Donc, si on décide, on cible bien pour récompenser de ceux qui n'ont pas de frustration. Merci, Herman. Mais si on ne le fait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Daouda, alors, est-ce que vous partagez l'avis d'Herman Élisée où vous vous dites, Daouda, non, mais c'est normal, il faut bien qu'on prenne un groupe représentatif des autres pour les honorer et leur dire merci. Quel est votre point de vue sur la question, Daouda? C'est ça qui est mon point de vue, parce que quand je vois la frustration, je comprends. Je comprends votre frustration parce que tout le monde aime être honoré. Les honneurs et tout cela. Mais pendant que, si vous parlez de frustration, mais la plus grande frustrée de cette histoire, je sais que tu ne seras pas contente, c'est la vieille d'Akradio.
Oui, parce qu'elle nous a fait vraiment sentir la canne. Arrête ça. Ouais. Non, c'est vrai. Non, mais si tu as le courage de parler d'Apouchou, excuse-moi, je vais parler de la vieille d'Akradio. Daouda, alors ma question Oui, c'est oui, pourquoi la vieille d'Akradio? Pourquoi la vieille d'Akradio? La vieille d'Akradio. Oui, je mentionne la vieille d'Akradio parce que ça a créé tout un tollé généralisé sur la toile. Elle aura attrapé les buts des éléphants. Psychologiquement, ça jouait sur les gens. Donc si on devait décorer quelqu'un, ça devait être la vieille d'Akradio. Donc moi, je pars partant de ce principe-là, je vais dire, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas honorer ou décorer tout le monde. Ceux qui ont été décorés pour moi, on va leur dire félicitations, on est content pour eux. Et je pense que quand on regarde cette grosse liste de 200, tu as dit combien? 293. 293 personnes, vous allez vous rendre compte que même le DICAP du Premier ministre, M. Karim Traoré, a été décoré. Ça veut dire que c'est des gens qui, depuis très longtemps, ont commencé à travailler sur cette canne-là jusqu'à la cérémonie de clôture. C'est vrai. J'aurais souhaité qu'il y ait Stony. J'aurais souhaité journalistes non, j'aurais souhaité qu'il y ait Stony qui est blogueur. J'aurais souhaité qu'il y ait le blogueur aussi Big Douaou, que nous tous on suit. Mais je pense que si la primature a sélectionné 293 personnes qui l'a décoré, le ministère comment on appelle ça, de la communication avec AMS pourrait décorer les journalistes, les blogueurs, les activistes, tout est possible. Après. Et même d'autres ministères peuvent décorer d'autres personnes. Très bien. Ne nous focalisons pas seulement sur la décoration du Premier ministre. Ça, c'est mon point. Sinon, au passage, la personne qui me fait mal, c'est la vieille d'Akradio. Voilà. Barry, réaction. Est-ce que pour vous, c'est normal, hein? Et vous validez, bon, on va pas revenir sur l'épisode de la vieille d'Akradio, mais est-ce que vous pensez que les 293 personnes qui sont là avec leur médaille méritent d'être décorées par l'État de Côte d'Ivoire? Et comment réagissez-vous aussi à la frustration d'Herman et Élysée énoncée sur ce plateau? Bon, je comprends les frustrations des uns et des autres, hein, c'est raisonnable, parce que tout ce qui concerne les récompenses, la base est généralement subjective. Vous me direz que les 293 personnes méritent, d'aucuns diront que la liste aurait dû être plus large. J'entends tout ça, mais pour moi, quand il s'agit des récompenses, à partir du moment où il n'y a pas possibilité de récompenser tout le monde, les critères deviennent toujours subjectifs. Et quand les critères sont subjectifs, naturellement, la polémique, elle naît. Voilà, donc le Premier ministre et son équipe, c'est eux qui savent sur les critères sur lesquels les gens ont travaillé pour être récompensés. Mais tout à l'heure, quand on me dit que le directeur de cabinet du Premier ministre lui-même est récompensé, je ne vois pas à quoi ça sert, parce que lui, c'est une autorité, c'est son rôle. Oui, mais est-ce que vous ne pouvez pas imaginer peut-être que... encourager... Barry, je vais revenir sur ce point. Ils sont dans l'administration, il y a peut-être longtemps qu'ils travaillent sur les dossiers. Il faut rappeler qu'on a la CAN, on a eu la CAN depuis 9 ans. Hein. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu de dossier à gérer? On a fait un suivi. Voilà, un suivi, des choses à faire. Vous pensez qu'il n'a pas sa place là-bas, selon vous? Si c'est moi qui choisis, il n'a pas sa place là-bas. Voilà, c'est son travail qu'il a exécuté. Et qui aurait sa place là-bas? Mais il y a beaucoup d'autres personnes qu'on par peut exemple citer. Mais Akradio même doit être décoré d'abord. Parce que c'est pas la vieille. Si tu permets, Élysée. Allez-y, Élysée. Voilà, ok. Et on va prendre 2 points, puis on passe à autre chose. Je crois qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. On n'est pas en train de parler... Parce que tout à l'heure, j'entendais, non, vous êtes frustré. Non, ce n'est pas une question de frustration. Non, on n'a pas dit que vous êtes frustré. Daouda. Ce n'est pas une question de qu'on soit frustré ou pas. Vous savez, je vais rappeler au bon souvenir peut-être de Daouda qui ne le sait pas. Sinon, les différents ministères, là, ils décorent déjà leurs agents. Chaque année, il y a la décoration dans l'ordre du mérite de la communication. Il y a la décoration dans l'ordre du mérite de la culture. Mais ça, là, c'est une décoration étatique par le second de l'exécutif, par le Premier ministre. C'est une décoration étatique, c'est-à-dire toute corporation confondue. Donc c'est différent en termes même de rayonnement que les décorations de corporation. Maintenant, pourquoi j'expliquais que ce n'était pas utile? Pas parce que le fait de décorer n'est pas utile. Mais vous savez, moi je me dis qu'on est sorti d'une compétition. Le chef de l'État, au nom de la nation entière, a dit « Ok, sur la base de ce qu'on a vu, on a truc, voilà ce qu'on récompense ». On a réuni les athlètes, on a réuni les acteurs, on les a récompensés, on a donné les moyens. C'est fini au nom de l'État. L'affaire, c'est bouclé, c'est fini. On passe à autre chose. Chacun de nous, autant que nous sommes, on s'est investi dans la CAN. Mais c'était un devoir. En tant que citoyen, en tant qu'Ivoirien, c'était notre devoir de le faire.
On n'avait pas besoin forcément de nous demander pardon pour qu'on le fasse. Si on est vraiment ivoirien et qu'on comprend que la réussite de la CAN est un impératif pour chacun, c'est d'ailleurs ce qui a motivé qu'on s'engage tous. Donc, logiquement, on n'attend plus rien en retour en tant que tel. Donc, quand on vient et qu'on choisit dans le lot un groupe et qu'on récompense, ça devient problématique, justement. Pourquoi ça devient problématique? Mais c'est ce que je suis en train de dire, parce que ça crée tout le monde. Non, je t'explique. Mais justement, parce qu'on ne peut pas récompenser tout le monde, le chef de l'État, là, le 12, le 13, il a réuni ceux-là qui sont allés au combat et qui nous ont ramené là. Les joueurs et l'encadrement. Et il leur a dit, je vous récompense. Je vous devait s'arrêter là. C'est bouclé. Débat est clos. Tout ce que chacun a eu à faire d'une manière ou d'une autre, là, ça répondait à son devoir en tant que citoyen. Et ça, c'était déjà fini. Maintenant, aujourd'hui, quand on finit de le faire, rapidement, ça suit dans l'opinion de l'émoi. Quand les journalistes disent, par exemple, que eux, ils n'ont vu aucun journaliste dans le lot. Pas forcément eux, mais aucun journaliste. Ça a dit que cette corporation-là n'a pas été utile dans l'organisation de la CAN. C'est ça le problème. Et c'est à juste titre qu'ils le disent. Parce que quand on regarde aussi le rendement qu'ils ont fourni, qu'ils ont produit durant cette CAN-là, moi je me rappelle les confrères, les consoeurs des autres télévisions et tout ça, on a vu leur action, on a vu l'abattage qu'ils ont réalisé. Ils ont même été supérieurs sur des chaînes, que des chaînes internationales parfois, sur certaines choses. Mais ceux-là n'ont pas été cités ici. Donc quelque part aussi là, il faut qu'on ait un peu on prend un peu de recul. Et puis on voit la pertinence des reproches qui sont faits. Daoud, on prend le dernier point de vue et puis on passera à notre sujet. Moi, je comprends le point d'Élysée. Je partage aussi ton point, sincèrement. Mais je pars du principe que même les 27 éléphants qui ont été décorés, qui ont reçu 50 millions, plus une maison, voilà. C'est leur travail qu'ils faisaient. Si on part sur ton principe, c'est leur travail qu'ils étaient en train d'abattre parce que c'est le métier qu'ils ont choisi de faire. Si on les a décorés, moi je pars simplement du principe que ceux-là ont été décorés. C'est en compétition. Voilà. Ils étaient en compétition. Et même tous ils ont rehaussé le drapeau national parmi toutes les autres nations. C'est eux qui l'ont fait sur le terrain. Très bien, Élysée. Oui, tu parles d'eux, ils l'ont fait sur le terrain. Mais même les supporters qui étaient face au Mali, ils l'ont aussi fait. Mais l'État a récompensé un groupe de personnes au nom de tout le monde. Ce n'est pas grave. La récompense, ça viendra peut-être demain, après-demain. Voilà. Très bien. La base, le choix, il est subjectif. Très bien. Messieurs, laissons les récompenses. Forcément, avec peut-être ce discours que nous avons sur ce plateau, ça viendra et les uns et les autres seront donc appréciés par l'État de Côte d'Ivoire pour leur contribution. Messieurs, le 28 février, il était 16h30. 3 individus, 3 élèves, je dis individus, on va dire 3 élèves, ont été appréhendés avec des kilos de cannabis. Messieurs, je souhaite qu'on puisse réagir. Vous avez des élèves qui résident à Mosicro, se retrouvent donc à Boisseau, en tenue d'école, donc en kaki, et dans les sacs, nous avons des kilos et kilos de cannabis. Appréhendés donc, ils ont 20 ans, ils sont majeurs. Comment est-ce que vous réagissez à cette triste affaire, Herman Aboua? Moi, je pense que c'est l'illustration d'une certaine panne de notre école. Parce qu'au lieu des livres et des cahiers dans un sac, dans un cartable, on voit des sacs de cannabis dans des sacs par 3 élèves. Déjà, mais il faut noter que quand on regarde le profil de ces élèves, par rapport à leur âge et leur niveau d'études qui va avec, leur niveau scolaire, je trouve que c'est des élèves qui n'ont pas commencé maintenant. Parce que leurs camarades, à cet âge-là, qui ont suivi un circuit sans faute, sont certainement en licence 3 ou licence 2 aujourd'hui. Parce que les enfants, voilà. Donc, moi, je pense que c'est aussi la responsabilité des parents et des responsables des écoles. Très bien. Au niveau des écoles, dans nos quartiers, on constate, il n'y a que des enfants en kaki et autres, souvent même avec leurs camarades de filles, partent dans des endroits et devant tout le monde, fument sans que ça ne dérange. Donc cela est la responsabilité des parents et des Élysée Bouloube, réaction? Non, moi, mes premiers mots sont des mots de choc. Franchement, on voit des enfants dont l'âge est compris entre 18 et 20 ans, détenus près de 29 blocs de cannabis. Bon, c'est la drogue la plus consommée au pays. Vraiment, il y a de quoi être choqué. Leur place était vraiment dans les salles de classe, c'était sur des bancs. Et les retrouver aujourd'hui à ce niveau-là, mais ça pose un problème. Ça nous amène, nous tous, à nous interroger. Est-ce qu'à un certain niveau aussi, nous n'avons pas failli, nous tous, dans la société, que ce soit nous parents, que ce soit l'administration, que ce soit le système éducatif? Est-ce que quelque part,
on n'a pas un peu laissé les choses aller. Alors, on va s'arrêter là-dessus. Vous allez développer après le premier tour de table. Daouda, analyse par rapport à cette affaire. Moi, en fait, je vois trois responsabilités qui rentrent en ligne de compte. Je parlais de la responsabilité de l'école. Il y a la responsabilité des parents, mais il y a la responsabilité même de notre société. Aujourd'hui, combien d'écoles, quand on fait le tour de Cocody jusqu'à partir à Port-Boué, devant combien d'établissements on voit des griffes, des belledromes, des débits de boissons frélatées? Devant combien d'écoles on voit des bars et des maquis? Souvent, ces lieux-là, on consomme de la drogue là-bas. Donc, nos enfants il y a une proximité, comment on dit, Promiscuité. Promiscuité entre les débits de boissons et l'école. Ça, c'est la proximité. Proximité. Voilà. Donc, du coup, finalement, il y a un véritable problème dans la société. Mais au-delà de ça, j'accuse même les transports. Pourquoi est-ce que je les accuse? On voit des élèves en kaki, en pleine journée, qui veulent prendre le transport en commun. On me dira, oui, il y a des écoles qui sont très loin. Mais il faut leur demander au moins. Et prenons la peine de souvent demander à certains, parce qu'on peut dire, peut-être c'est nos enfants. Donc les transporteurs auraient dû demander à ces trois enfants-là, oui. Où allez-vous? Où allez-vous? Qu'est-ce que vous partez chercher? Finalement, personne n'a demandé. Dieu merci, on a vu des douaniers qui ont pu arrêter ces enfants. 28 blocs de cannabis. Ça aurait dû être fait en amont, selon vous. Ça aurait dû être fait en amont. 28 blocs de cannabis. Aujourd'hui, ça Nostra, entre Aboisseau et Bossikro. Ça fait peur. Barry. Bon, ce que je veux dire d'abord, en lieu et place de situer les responsabilités, c'est qu'il faut voir le cadre, l'environnement social dans lequel ils sont à Mossikro. Pour vous, ça vous parle quand vous voilà, dites ça me Mossikro? parle parce que Mossikro, je me souviens, moi, quand j'étais au lycée, dans mon lycée, il y avait un groupuscule qui consommait. C'était dans quel lycée? Au lycée municipal d'Atekoubé. Voilà, j'y étais à une époque, il y a près d'une quinzaine d'années. Il y avait un groupe qu'on appelait Mafia Rouge. Et la Mafia Rouge, c'était des jeunes qui venaient de Mossikro, qui avaient un certain nombre de caractéristiques physiques, parce qu'ils étaient tout le temps sales, pour la plupart, entre griffes, mais qui consommaient la drogue au lycée. Et ça, tout le monde le savait. Mais tu ne peux pas dénoncer parce que après c'est un gang, ils vont te tomber dessus. Donc tout le monde reste là, on voit, c'est visible. Donc il y a l'environnement dans lequel les jeunes ils évoluent. Mais il y a aussi l'impact du cinéma. Je dis l'impact du cinéma, pourquoi? Pourquoi le cinéma? Moi, j'ai discuté avec 2 à 3 jeunes une fois qui venaient me demander des informations à chaque fois. Et un jour, l'un des jeunes me dit que mes grands frères, Pablo Escobar, c'était un bon gars. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, qu'il a regardé. Donc ce film-là, il m'explique le film, l'impact que l'histoire sur les cartels a eu sur lui. Oui. Et les enfants aujourd'hui sont comme lui. Il te parle de tous les sicarios d'Escobar. Moi-même, j'ai été épaté. Donc, l'impact du cinéma. Aujourd'hui, quand vous partez sur un certain canal, je ne vais pas dire le nom, mais vous voyez le nombre de films associés à la drogue. Ça explose. Et les enfants, ils suivent. Ils ont Internet avec eux. Ils ont les smartphones. Donc, ils sont impactés par ces films-là. Très bien, Barry. Ils ont un modèle social de réussite souvent. Très bien. Mais pour ça, pour comprendre ça, je termine, il faut chercher, au lieu de les envoyer en prison, il faut les écouter pour savoir réellement comment ils sont arrivés dans ça. Parce que la prison, bon, ce n'est pas garanti de changer d'attitude. Alors, Élisée, vous disiez quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Vous disiez, est-ce qu'on n'a pas failli? Est-ce qu'on n'a pas manqué à nos responsabilités? Qu'est-ce qu'on a mal fait en tant qu'État, en tant que société, selon vous? Mais moi, pour répondre à cette question, je voudrais prendre comme référence des cas un peu similaires, mais pas forcément qui impliquent des jeunes gens. Quand vous remontez en avril 2022, vous vous rappelez de cette saisie de 2 tonnes de cocaïne à Koumassi et à San Pedro. Et vous vous souvenez bien à l'arrestation de certaines personnes qui étaient censées établir l'ordre public. Par rapport à ça veut dire des forces de l'ordre même, qui avaient été impliquées dans cette situation. Il y a eu des personnalités d'un certain rang au niveau même, voilà, qui avaient été aussi impliqués, des opérateurs économiques d'un certain standing, dont l'activité économique a un poids dans notre économie, qui avaient même été impliqués. Quand vous regardez tout ça à un moment donné, vous dites, mais attends, la société, vous comprenez tout de suite que la société en elle-même
a les gemmes de sa situation, a les gemmes de son malaise en réalité. Mais ces gemmes-là viennent d'où, Élisée? Mais en fait, c'est ça la question. Mais c'est ça, ça dit que ça dépend des paradigmes qu'on a essayé de promouvoir. Quand vous regardez, par exemple, dans une société où on brandit en modèle des gens qui sont censés avoir réussi socialement, mais dont on ignore le parcours même de réussite sociale. Soyez précis, Élisée. C'est-à-dire, un matin, quelqu'un se lève là, il a beaucoup de moyens financiers, tout le monde l'adule, on l'applaudit, il passe sur tous les plateaux, il est montré même en exemple comme un exemple de réussite, mais on ne sait pas, personne ne peut vous tracer par A plus B le circuit de sa réussite sociale. Ça, c'est des choses qu'on voit à longueur de journée, ça c'est déjà un. Deuxièmement, quand des personnes qui sont censées nous rassurer, nous protéger, c'est-à-dire assurer notre sécurité, sont ceux-là même qui sont dans des deals avec des trafiquants, des narcotrafiquants, vous voyez qu'il y a un problème. Inquiétant. Et ça montre justement la propension des uns et des autres pour la cupidité. Parce que ça, c'est avoir l'argent tout de suite et facilement. Et c'est des éléments qu'on a développés dans nos sociétés, on s'en rend compte, qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde se dit, mais attends, si pour avoir les moyens, il y a cette possibilité-là aussi facile de pouvoir m'enrichir assez vite, pourquoi forcément essayer de faire comme Élisée Boligui, puis chaque soir, venir faire sa pitance quotidienne dans un débat où on va l'insulter à longueur de journée, peut-être parce qu'on n'est pas d'accord avec sa position. Pourquoi ne pas aller carrément faire ça? Donc vous voyez l'un dans l'autre, nous-mêmes sans nous en rendre compte, on a plébiscité ces situations-là qui aujourd'hui amènent notre société à vivre des affres pareilles. Herman et ensuite Daouda. Alors Herman, la société, selon Élisée, a failli. Vous êtes d'accord avec cela? Et comment on rattrape? Parce que ces jeunes-là, bon, aujourd'hui on a ces 3 élèves, mais comment on rattrape pour éviter d'avoir ce genre de cas et de situation? Mais pour rattraper, ce n'est pas aussi difficile que ça. Oui. Il y a d'abord une certaine volonté politique. Daouda, tout à l'heure, a parlé des dépôts de boissons, des maquis et autres qui sont aux abords des écoles. Aux abords des écoles. Il y a ça. Il y a aussi la corruption qu'il faut, toucher. Mais je voudrais dire à Barry que ce n'est pas seulement l'environnement, c'est vrai, c'est fort. Il a parlé de Mossikro et autres. Non, aujourd'hui, nos enfants, que ce soit à Mossikro, que ce soit dans les quartiers précaires, que des quartiers UP, quand je te parle de la Riviera, dans les écoles, partout les enfants ils connaissent la drogue. Donc c'est un véritable problème de société. Donc ce n'est pas que, comment on appelle, ça ne reste pas seulement que dans les quartiers précaires. Eux tous, ils le font. Aujourd'hui, on a épinglé des enfants qui sont du Mossikro, mais je vous dis que dans des écoles, dans nos quartiers, enfin dans ceux de nos quartiers, nos enfants sont souvent, ils viennent nous dire à la maison qu'ils ont des élèves qui leur vendent, qui proposent cela. Donc il y a véritablement un problème. Et on va terminer par le journal. Mais quand on voit aujourd'hui, on a eu la cocaïne ici. Les gens que Élisée a cités, qu'on a arrêtés, aujourd'hui, on en est où? On sait qu'il y a quand même un certain... les investigations n'aboutissent peut-être pas, ou bien ces mêmes gens-là souvent se retrouvent dehors. Mais ça va encourager nos enfants. Ça va encourager. Il faut casser, arrêter, interdire, faire respecter la loi, puisque la loi a prévu cela, qu'il n'y ait pas de dépôt de maquis et autres là, à côté, à une certaine distance. Il faut les casser. Et ça, le gouverneur du district, pendant qu'il casse les coins, il n'a qu'à chercher à casser ces endroits-là, qui sont à profusion dans nos quartiers. Très bien. Merci beaucoup, Herman. On se retrouve tout à l'heure. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire bénéficieront maintenant de congés de paternité lorsque leurs femmes accoucheront. La chose est nouvelle en Côte d'Ivoire. On débat maintenant avec Daouda qui va nous faire un petit point sur la question et 2 questions d'Herman et Élisée sur les sujets. Après que la femme ait accouché, généralement, les hommes continuent à aller au travail. Aujourd'hui, les hommes seront à côté de leur compagne. On n'a pas encore le nombre de jours, mais les hommes seront à côté de leur compagne pour prendre soin d'eux. Enfin, on espère qu'ils resteront pour prendre soin de leurs épouses et de leurs enfants. Est-ce que cette précision est nécessaire? En tout cas, une chose... Est-ce qu'il vous a donné la parole, Élisée? Allez-y, Daouda. Une chose est nécessaire, c'est qu'aujourd'hui, les hommes auront droit au congé de paternité et de congé parental grâce à la nouvelle loi, au nouveau statut de la fonction publique. Mais il est important de revenir dans le contexte, puisque depuis l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara en 2010, il s'est donné pour mission de moderniser l'administration publique ivoirienne. Et la ministre d'État, ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration, a rendu cette vision-là en acte concret. Donc, avec les fonctionnaires, dans un dialogue inclusif et participatif, il y a le nouveau statut de la fonction publique qui est sorti. Et le top départ a été donné le 24 février 2024 dernier au Palais des Sports de Treichville. Ce nouveau statut élaboré autour de 2 titres,
14 chapitres et 115 articles, vient corriger les insuffisances du statut de la fonction publique de 1992. Qu'est-ce qui va changer? Voilà, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui change? Le premier point. La loi de 92 ne prévoyait pas de la possibilité de reconversion des fonctionnaires bénéficiaires d'un congé maladie longue durée au terme des 36 mois. Ça veut dire que en gros, ce que ça veut dire, supposons un exemple, un fonctionnaire a fait un accident et du coup, il est dans l'incapacité d'aller au travail normalement. Après les 36 mois, généralement, il a son salaire qui était impacté. Oui, désormais, avec le nouveau statut de la fonction publique, quand tu es en incapacité de faire quelque chose d'autre parce que tu es blessé, tu es grand malade, il y a une reconversion pour que tu puisses aller dans un autre corps de métier. Ça, c'est le premier acquis. Le deuxième acquis social, c'est que tu parlais de congé de paternité et de congé parental. On ne connaît pas le nombre de jours que ça va valoir, mais avant, il n'y avait pas tout ça pour les hommes. En espérant que les gens comme Élisée et Herman, quand leurs femmes vont accoucher, ils vont véritablement rester pendant les jours de congé auprès de leurs femmes pour les aider à donner le biberon. La troisième chose qu'il est important de savoir, de mentionner, après ça, on va passer aux questions. C'est qu'aujourd'hui, avant, le nouveau statut de la fonction publique vient pour gérer la carrière des fonctionnaires. Oui. Avant, il y en a qui avaient des diplômes, puisqu'il y en a qui rentrent avec le niveau bac, le niveau bac plus 2. Maintenant, quand tu as fait un diplôme pendant que tu es en exercice, tu peux essayer de gravir les échelons avec ton niveau de diplôme, chose qui s'est fait au privé désormais, au public, c'est possible. Franchement, il y a beaucoup d'apports, on ne peut pas tout dire ici. On va rester pour l'instant sur ces trois points-là. Alors, Herman, comment est-ce que vous appréciez ce nouveau statut de la fonction publique quand même qui met les fonctionnaires un peu plus à l'aise, qui aide les femmes également à voir leur mari à côté d'elles pour commencer à aider pour le bébé et tout. Et puis les deux autres points mentionnés par Daouda, réaction. Mais non, moi déjà, même quand on dit nouveau statut général des fonctionnaires de l'État, je trouve que c'est une avancée. Et puis aujourd'hui, on constate que ce n'est pas eu seulement que le féminisme qui a été mis en avant, et un certain masculinisme, permettre aux hommes d'avoir un congé de paternité. C'est un besoin pour vous, Herman? Oui, c'est un besoin parce que nous aussi, nous souffrons lorsque nous ne pouvons pas être à la maison côté. Lorsque nos femmes font leur bébé, et nous ne sommes pas à côté. Donc c'est déjà bien. Quoique on aurait souhaité avoir le même nombre de jours que les femmes, mais c'est déjà bon à prendre. 3 mois, pourquoi pas. Et j'espère que les discussions, comme on dit, le débat va se lancer. Qu'est-ce que vous allez faire pendant 3 mois à la maison? Oui, mais la femme, elle fait quoi? On va aider. Elle nourrit l'enfant. Parce que, non, généralement, ce que vous ne savez pas, lorsque la femme accouche, les nuits, quand le bébé pleure, elle dort. C'est l'homme qui fait tout cela. Exactement. Et souvent, il a fini de faire ça, il doit à 4 h du matin, il se lève le matin pour aller au travail. Donc, on peut penser à cela. Il y a d'abord ça, mais je voudrais poser une autre question à Daouda. Rapidement, Herman. Lui qui a lu tous ces chapitres, c'est jusqu'à 14 chapitres, il a dit 2 titres. Est-ce que la question de la mobilité des fonctionnaires a été prise en compte d'une administration à une autre? Parce que je sais que souvent, est-ce qu'un fonctionnaire qui est au ministère de l'Éducation nationale, par exemple, peut aller facilement aussi au ministère des Finances, parce que là-bas, il y a beaucoup plus de primes? Et la deuxième question que je voudrais poser, est-ce que la question, je ne dirais pas de dépaysement, mais la question des primes d'encouragement des fonctionnaires qui on envoie dans des endroits assez reculés, parce qu'on a vu ici des femmes sur leur lieu de travail, parce qu'il n'y avait pas de commodité, qui ont été violées aussi. Il y a eu plein de choses. Donc, vous parlez de la prime de dépaysement, c'est cela? Non, Élisée me dit de ne pas dire dépaysement, prime d'encouragement. Parce qu'un fonctionnaire qui travaille dans une agglomération comme Yamoussoukro ou bien Abidjan n'a pas le même niveau d'environnement social que celui qui a Bapékou dans un village caché quelque part. Daouda, réaction rapide. Non, rapidement, c'est que concernant comment on appelle ça, le transfert d'une administration à une autre. La mobilité, faciliter la mobilité. C'est facile maintenant, c'est très facile maintenant. C'est-à-dire, Daouda, quelqu'un qui est au ministère quelqu'un qui est au ministère, par exemple, de la fonction publique, qui a envie de partir au ministère des Finances, par exemple. Des Finances. Oui, il y a une procédure à faire. On parle de mise à disposition, on parle de détachement. C'est rendu plus ou moins facile. Maintenant, tout va dépendre. Il y a des contextes. D'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, est-ce qu'il y a de la place là-bas? Est-ce que celui qui est là-bas veut vraiment de toi? Tout et tout, il y a ça. Mais pour ce qui concerne ta prime d'encouragement, vraiment, je pense que c'est une lutte syndicale. Je pense que les syndicats vont discuter entre eux, avec leur ministère de tutelle et le ministre d'État, ministre de la fonction publique, Mme Anne Désiré Ouloto. Ils vont trouver des points pour que ces personnes-là soient à l'aise. Une chose est sûre, tout le monde est bien payé, les fonctionnaires sont revalorisés aujourd'hui, même si l'État peut mieux faire. Je pense qu'avec ce statut, c'est bien fait.
Alors, Élisée, question à Daouda. Non, pas question, moi je voulais Une contribution. juste... Oui, il y a un point certainement qui pour moi est un point notable. C'est le congé parental, en fait, qui permettra aux fonctionnaires et agents de l'État... non, ce n'est pas congé de paternité, hein, le congé parental. Voilà, qui permettra aux fonctionnaires et agents de l'État de rester à la maison pour s'occuper de leur enfant souffrant d'une grave maladie. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a des familles qui ont été disloquées à cause de ça. Parce que l'enfant étant malade, la dame était obligée de rester à côté, ne pouvant plus travailler. On a dû la suspendre. Aujourd'hui, si l'État comprend qu'effectivement c'est un cas social, c'est un problème, et qu'il corrige, moi je tenais vraiment à saluer cette mesure-là qui va permettre non seulement de resserrer le tissu social et de développer beaucoup plus davantage la solidarité. C'est une très bonne chose. Merci, messieurs. Alors, je vous demande juste de regarder vos écrans parce que dans quelques instants, on va vous passer un élément, donc un magnéto qui parle d'un don de sang. De qui? Des sauveteurs. Les sauveteurs ont décidé de se mettre ensemble pour offrir du sang et surtout faire venir les enfants pour les sensibiliser au don de sang. On regarde. Commune de Port-Boué, village de Petit-Bassam. Sur ce site, où une journée de don de sang est organisée. Le samedi 24 février 2024. Dame Caridioula Solange est une donatrice. Comme les autres donneurs, pour s'être habituée, un don de sang est toujours avantageux pour les autres. Car il permet de sauver des vies humaines. J'ai commencé à donner le sang depuis 1996. Et je donne mon sang pour pouvoir sauver des vies. Parce qu'en tant que femme, il y a beaucoup de femmes qui perdent la vie en donnant naissance à cause de problèmes d'hémorragie. Et il arrive aussi qu'on perd des bébés parce qu'anémie, problème de sang. Et j'encourage vivement toute la population à donner du sang, car le don de sang peut sauver des vies, surtout pour les femmes et les enfants. J'ai préféré adhérer à ce geste qui est beaucoup important parce que de nos jours, on constate un peu le manque de sang dans les hôpitaux et c'est très bon aussi de pouvoir donner son sang pour sauver aussi des vies. Raison pour laquelle j'ai jugé bon de pouvoir commettre cet acte. Initié par l'unité spéciale des sauveteurs aquatiques, USA, pour le premier responsable à travers cette journée, sa structure veut encourager la population au don de sang et préparer les plus petits à la relève. L'objectif d'abord étant sauveteur, d'abord nous sauvons des vies en milieu aqua et subaquatique. Et nous voulons sauver encore doublement des vies en donnant une petite quantité de notre sang aux malades. Et on a des familles, des mamans qui, à l'accouchement, perdent beaucoup de sang. Il fait très chaud, on aura des enfants qui seront anémiés, des bébés qui seront anémiés. Donc ce geste déjà, c'est pour aider d'abord nos malades, c'est pour aider nos mamans, c'est pour aider nos enfants. Aujourd'hui, l'unité spéciale des sauveteurs aquatiques est à sa 3e édition pour ce don de sang. Pour rappel, c'est dans le souci de sécuriser les excursions sur les sites de baignade qu'est née en 2002 cette structure d'utilité publique. Voilà, donner son sang est un acte citoyen et les sauveteurs font bien. On avait donc Pingouin Michel en synchrone, initiateur de ce programme. Barry, est-ce que vous avez déjà donné votre sang? Oui, ça m'est arrivé 2 à 3 fois. Je compte renforcer dans les années à venir parce que c'est faire preuve d'humanisme. Donner son sang, c'est sauver une vie. Et aujourd'hui, quand on regarde des maladies comme l'anémie qui a été citée dans le passage vidéo, c'est une réalité. Et il faut que chaque citoyen pense à donner son sang parce que c'est faire preuve d'humanisme et c'est aussi sauver des vies. Donc, à mon niveau, moi, j'inciterais chacun à s'engager, quoi. Très bien. Kiki Montéléba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invité de fin de plateau. On a beaucoup de plaisir à être avec vous. Mais avant de rentrer dans le vif de votre actualité, est-ce que vous avez déjà donné votre sang? Non, mais je compte le faire bientôt. Ah, très bien. Je pense que vous êtes sûr que vous allez le faire. Oui, oui. Barry sera votre mentor sur la question. Pas de souci. Kiki, bonne arrivée. Merci. Alors, vous êtes triple single de platine. Oui, oui. Waouh! Ça fait combien de millions de vues déjà? Équivalent plus de 2 millions sur YouTube. Sur YouTube. Plus de 50 millions, mais pour le triple single de platine, je pense que c'est équivalent plus de 100 millions de streaming. 100 millions de streaming, Plus de 100 millions de streaming. Ici, ils ont mis 180 000. Et là, c'est marqué sur votre... 180 000. Je peux la voir, je peux toucher. Élisée, touche. Non, je vous aide. Voilà. Élisée, vous auriez pu ne pas, hein, mais bon. Non, Alors, ici, c'est marqué, on va dire 180 millions. 1000, voilà. D'unités vendues. D'unités vendues. Waouh. Et vous êtes ivoirien.
Et vous êtes venu présenter justement ceci à Madame la ministre de la Culture. Et c'est un privilège pour nous, en tout cas, de vous recevoir et puis de mieux vous connaître. Merci. Pour parler avec vous de votre actualité, comment ça se passe, comment votre aventure a démarré, Kiki Monteleba. L'aventure a démarré en 2021. J'étais à Korogo, fréquentais à Korogo en première année de réseau informatique et télécommunications. À l'université? Dans une école privée. D'accord. Hormis ça, je jouais un peu au foot, je chantais un peu de temps en temps avec mes amis, quelques freestyles. Et j'ai décidé de faire un son, lancer un vrai projet, un premier son réellement clippé, tout et tout. C'est ça. Et à l'époque, j'avais pas tellement de... Il n'y avait pas les moyens, il n'y avait pas aussi l'encadrement, tout et tout. Donc moi et mes amis, on a décidé de faire... On va parler plus fort, Kiki. Moi et mes amis, on a décidé de faire... d'aller au studio et poser le son. Il y avait un téléphone, j'ai enregistré dans mes mémos. Je suis allé au studio, on a téléchargé une prod, on a lancé le son. Et à l'époque, j'avais, je crois, 500 ou 1000 abonnés sur Instagram. Et je décide de couper la partie du refrain et la poster sur Instagram. À l'époque, quand je postais des trucs sur Instagram, tu postes le matin, le soir, tu reviens, si tu as trop fait, c'est 500, 200 vues, tu es content parce que tu te dis, ah, c'est un début. Ok, c'est un début. Et une semaine, 2 semaines, je vois qu'il y a de bons retours. Et un jour, je me connecte sur Instagram, je reçois un message d'une dame qui me dit, mais toi, tu es ici pendant que ton son est en train de tout cartonner sur TikTok. Je dis, ah, à l'époque, je n'avais pas TikTok, donc je crée un compte TikTok. Je vais sur TikTok pour voir et je vois qu'il y a plus de 200 000 vidéos de reprise sur la partie du refrain. Et je crée le TikTok pour que les gens puissent se référer au moins à quelqu'un. Et pour faire sortir le son, c'était tout un problème parce que c'était sur une prod téléchargée. Niveau droit, tout ça, donc il fallait recomposer la prod. Quand on a fini de recomposer la prod, mes amis qui avaient déjà écouté l'ancienne version, quand ils ont écouté la nouvelle version, ils ont dit non, tu as tué le son. C'est pas intéressant comme la première version. J'ai dit, quand quelque chose est pour toi, quelque chose qui va se passer, c'est pour toi. On a lancé le son et ça a donné ce que ça a donné. Il y a eu le remix avec Franglish. Oui. Il y a eu le remix marocain. Le remix hispanique également. Et ce remix avec un artiste urbain espagnol du nom de Rafa. Mais alors, le remix hispanique a fait combien de millions de vues? Plus de 50 millions. Le remix français? Plus de 15 millions. Et la version originale, plus de 10 millions. Monsieur Kiki Monteleba, de son vrai nom, donc Ivan Junior Nizako, est à vous. Daouda. Nizako. Ou bien tu préfères Kiki Monteleba? Les deux, mais... D'accord, Kiki Monteleba. Moi, quand je regarde triple single de platine, avec tous ces nombres de vues, on sait qu'aujourd'hui, sur les plateformes de streaming, on paye, même si peut-être... Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, tu arrives à vivre de ton âme, les royalties, est-ce que tu les as réellement aujourd'hui? Si tu ne les as pas, de quoi est-ce que tu as besoin pour que tu puisses rentrer en possession de cela? Je complète la question de Daouda. Il nous est revenu que c'était un peu difficile de rentrer en possession de l'argent, des retombées de ces streamings. Pas que c'est difficile, mais comme on dit, dans tous les contes de fées, il y a une partie sombre. Et cette petite partie sombre-là, c'est que j'ai travaillé avec des gens sur le projet qui sont passés derrière pour se mettre sur, se déclarer à la SACEM en tant qu'auteur-compositeur sur les droits du morceau et qui touchaient des droits dans mon dos, qui ont bloqué certains trucs, qui ont même bloqué mes chaînes YouTube. Je ne vais pas donner de nom ici parce qu'actuellement, vu qu'à l'époque aussi, je n'avais pas vraiment d'encadrement. L'encadrement, c'est cela. Un peu seul, tout et tout. Et avec ma nouvelle équipe maintenant, on a lancé les procédures. Les avocats en France ont pris le dossier et je pense que tout est en train de rentrer dans l'ordre. Et je tenais à dire merci à Madame la ministre de la Culture et à Monsieur le ministre de la Jeunesse. Merci aussi au maire de Cocody. Ils vous ont aidé dans cette affaire? Ils se sont vraiment impliqués, qui m'ont donné beaucoup de conseils et qui m'ont dit qu'ils allaient particulièrement s'impliquer dans cette histoire-là afin que tout ce problème soit réglé. Et vraiment, merci. Ça fait plaisir de voir que le gouvernement ivoirien soutient sa jeunesse, soutient ses artistes. Ne pas qu'ils soient
que les droits soient détournés. En réalité, ça pose le problème de l'encadrement des artistes qui sortent et qui commencent à faire des cartons. On a pas mal. S'il n'y a pas d'encadrement, évidemment, on peut arriver à signer des documents sans vraiment les comprendre. Heureusement que la chose est en train d'être débloquée. Élisée et puis Herman. Tout à l'heure, quand vous vous présentiez, vous avez fait un peu votre parcours. Vous êtes quand même en termes, je dis que académique. Vous avez un niveau quand même qui n'est pas négligeable. Oui. Et puis, ça, on peut dire que c'est un concours de circonstances qui a envoyé tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez décidé de faire de la musique une carrière ou c'est juste un passage et continuer ce que vous avez opté comme, je vais dire, comme formation professionnelle, formation académique, disons? Pas juste un passage, parce que de base, j'aime la musique. C'est quelque chose que je faisais depuis longtemps, même si je voulais devenir footballeur. Mais je me dis, même si on aime la musique, quand même, il faut avoir une base niveau scolaire. Bien sûr. Voilà, j'ai un BT en électronique. Je comptais faire un BTS en réseau informatique et télécommunications. Plus tard, faire l'ingénierie aussi en réseau informatique. Mais ce genre de filières-là, ce sont des filières qui demandent beaucoup de concentration. Et pour l'instant, vous n'en avez pas? Pas que j'en ai pas, mais jauger entre la musique et ça, vraiment, il faut que tu sois quelqu'un de... Pas que je ne suis pas concentré, mais tu ne peux pas te permettre de rater certains cours parce que c'est une continuité. C'est clair. Si tu n'as pas suivi, le cours d'aujourd'hui, c'est la continuité du cours de demain, avec le programme, tout ça. Donc, je pense que si je veux continuer dans ça, il faut que je prenne le temps de vraiment établir un bon programme. Voici. Très bien. Herman? Kiki Moteliba, moi je pense que peut-être que les Ivoiriens ne vous connaissent pas assez, mais quand même c'est un grand nom à l'international de la musique ivoirienne. Donc quand on cite par rapport à vos performances, aujourd'hui vous avez 3 disques platine, c'est pas rien. Et c'est encore en Espagne qu'on vous le décerne. Ça veut dire que vous êtes un grand nom. À quand Kiki Moteliba sur une grande scène à Abidjan, le parc des expositions qui est là aujourd'hui? Pourquoi pas? Beaucoup de personnes. Maintenant, on voit les artistes, ils vont même les artistes religieux. À quand Kiki Moteliba? Parce qu'il y a quand même un public ici, au-delà des Hispaniques qui vous adorent, ça on le voit. À quand ce plaisir-là aux mélomanes ivoiriens? Je dirais bientôt. Après, je me dis que la vie, c'est des étapes. Il ne faut pas sauter les étapes, aller à son rythme, aller doucement. Je tenais aussi à dire merci au public ivoirien, merci à tous ceux qui me soutiennent. Et désolé encore parce que ces temps-ci, je n'étais pas trop sur la scène avec tout ce que je devais gérer. Mais vu que maintenant, j'ai une nouvelle équipe, tout est bien restructuré, tout et tout. Je pense que les projets vont venir et c'est pour bientôt. Là, on est en train de terminer l'album. Et le meilleur album de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Restez concentrés. Taouda. Ce mot-là, il va falloir me payer des royalties pour ça. Permettons à Paris de réagir. D'abord, je voudrais vous féliciter pour votre parcours parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais je veux savoir, vous avez dit tout à l'heure, si j'ai bien suivi, que vous avez commencé avec vos amis, n'est-ce pas? Donc, où en est la relation avec vos amis? Est-ce que vous travaillez toujours ensemble? Ou bien vous faites une carrière solo? Ça, c'est mes 2 premières questions. Non, quand j'ai commencé avec mes amis, je n'étais pas dans un groupe. Commencer avec mes amis, ça veut dire que l'entourage et le groupe de travail, c'était plus amical, entre amis, vu qu'on ne maîtrisait pas certains trucs. Mais je me dis, dans la vie, quand tu veux atteindre certains niveaux, on n'a pas dit de chasser tes amis, mais il faut leur faire comprendre que, les gars, voici où moi je veux arriver, voici la vision que j'ai. Et est-ce que vous pourrez m'accompagner dans cette vision-là? Après, si ils voient que c'est bizarre, on est toujours des amis, on est toujours ensemble, mais il faut s'entourer de professionnels parce que les artistes, aujourd'hui, je pense qu'on manque beaucoup de professionnalisme. On ne s'entoure pas de professionnels et ça fait que souvent, ça nous mène à prendre de mauvaises décisions. Mais comment on fait pour savoir que les personnes avec qui on est, justement, sont les bonnes personnes? Puisque les difficultés que vous avez eues, vous avez peut-être donné votre confiance et après, vous avez eu de mauvais après, retours. Dieu merci, pour moi, je n'ai pas signé de contrat bizarre qui allait me coincer. C'est pour ça que les droits sont récupérables et qu'on est en train de les récupérer. Très bien. Mais je dis, comment faire pour savoir que les gens sont de confiance? Après, on ne peut pas connaître la pensée de chacun, mais il faut que ces personnes-là aient l'envie et que vous sentiez que ces personnes-là aient l'envie de travailler, qu'ils connaissent vraiment ce qu'ils sont en train de faire.
Voilà, parce que maintenant, tout le monde se lance dans des trucs qu'ils ne peuvent pas assumer, qu'ils ne peuvent pas tenir. Donc, il faut vraiment s'entourer des professionnels parce qu'il faut que les artistes aussi ivoiriens se forment. C'est clair. Parce que se former à quoi? Se forment dans tout ce qui est domaine musical, dans l'industrie musicale. Parce que les droits aussi. Les droits aussi, parce que c'est déplorable de voir que presque 80%, 70% des artistes ivoiriens ne savent même pas c'est quoi des éditions, c'est quoi, tant, ils ont des droits. Très bien. Et ils ne vont pas réclamer ces droits. Alors, parce qu'ils ne connaissent pas. notre star, notre star planétaire a une prestation à faire. Daouda, réaction rapide, ensuite Élysée, et on passe à la presta. Moi, je suis à quoi? Est-ce que dans ton prochain album, tu peux nous donner le nom de 2 artistes avec qui tu auras un feat? Est-ce qu'on peut passer à la team Peya, Didi B ou qui par exemple? Ça peut arriver parce que moi, je n'ai pas de problème avec les artistes ivoiriens. Très bien. On s'entend tous, voilà, mais plusieurs artistes ivoiriens, plusieurs artistes latinos aussi. Voilà, de grosses têtes latinos. En tout cas, comme j'ai dit là, ça sera l'un, voire le meilleur album de l'histoire de la plus dire, ça marche. Ça marche. Alors, Élysée, 30 secondes. Non, juste me demander le next step. Next step, c'est quoi? Après ça, comme j'ai dit, on prépare l'album. Et avant l'album, même, il y aura des singles qui vont sortir. Voilà, déjà le mois prochain, il y aura des singles qui vont sortir, qui sont déjà terminés. Voilà. Donc je pense que restez concentrés, le meilleur reste à venir. On est très concentrés et on attend ça. Alors venez donc là, devant la scène. On fait le et ballet. puis ça sera Herman, pas de ballet, je t'en prie. On va l'accompagner. Mais quoi, on va l'accompagner. Toi aussi. L'émission est terminée. Surtout que j'aime bien son truc. On se retrouvera donc la semaine prochaine. Allez, bon week-end à vous. Donc il a mis dans le bac pour le ramener à la vie. Il est aveugle, mais dès qu'ils lui ont donné bien, tout le monde a crié, il voit. Il dit pas de gomme, mais on dit mon rappel lourd. Il est tout le temps rassasié. Donc il regarde des films, il regarde jamais la fin. Ils ont peur de moi, ça essaie. Quand arrive le petit tremblait, le petit est venu pour tout valider. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe au haut. Tellement le petit a beaucoup d'inspiration pour déranger. Fais les positions pour danser, fais les positions pour bouger. Y'a qu'à te bina pour danser.